2 mois après la nomination du gouvernement Attal, les associations ont enfin une ministre officiellement chargée de la vie associative. C'est comme avant, Prisca Thévenot. Son décret d'attribution a été publié début mars. Mais que va-t-elle faire? Que peut-elle faire? Et comment réagissent les associations qui défendent l'engagement citoyen? On en parle sur Mediatico dans ESS On Air, l'émission qui parle d'actualité au travers de l'économie sociale et solidaire. Et notre invité du jour, c'est Jean-Baptiste Jobard. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, vous êtes coordinateur du collectif des associations citoyennes. Vous étiez déjà venu l'an dernier chez Mediatico pour nous parler des menaces que faisait planer le gouvernement sur les libertés associatives. On avait notamment parlé du contrat d'engagement républicain, des menaces contre Alternatiba Poitiers. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de Prisca Thévenot? Est-ce que son premier chantier, selon vous, c'est de restaurer la confiance peut-être face aux attaques contre les associations ? On attend d'abord la suite d'une clarification, puisque pendant un temps, aucun membre du gouvernement n'avait dans son portefeuille la politique vie associative. Là, on a ce nom-là, mais on en a aussi d'autres, puisqu'on a reçu un courrier aujourd'hui de Sarah El Haïry, qui apparemment a aussi ça dans son périmètre. Les associations employeuses sont du ressort d'un autre secrétaire d'État, donc on attend la suite d'une clarification, parce que le signal envoyé est quand même pas très bon, c'est-à-dire que à nouveau, la vie associative, alors je vais peut-être pas rappeler les chiffres qui démontrent son importance ici, je pense que vous savez ça très très bien. 1,5 million d'associations en France, 10% d'associations employeuses, 2 millions d'employés, 20 millions de bénévoles, je crois. 22, ce sont même certaines études. En tout cas, ça pose la question de l'invisibilisation de ce pan de la société. Parce qu'une deuxième fois, dans l'ère Macron, les associations, et notamment du coup l'administration qui s'en occupe, la Djebba, était orpheline de ministère pendant un temps. Et donc, est-ce que c'est le signal que le monde associatif est tellement pas dans les radars de la Macronie qu'il faut se manifester pour que ça soit pris en compte? Malheureusement, j'en ai bien peur. Et donc, oui, il y a un travail considérable à faire pour restaurer la confiance. Alors, on pourrait se dire aussi, la Macronie pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont impatients quand même, ces militants associatifs. Ça va se faire, tranquillisez-vous, on va s'occuper de vous. L'impatience, elle est dictée par l'urgence des enjeux auxquels font face les acteurs associatifs. Donc, je pense qu'en termes de bifurcation écologique et solidaire, on n'a vraiment pas le temps d'attendre. Et donc, c'est pour ça que cette impatience, elle est extrêmement légitime et justifiée. Et donc, voilà, moi, je pense que au-delà des discours, ce qu'on attend surtout, c'est des actes. Voilà. Et notamment la traduction de certains discours. Enfin, on se rappelle de Gabriel Attal. Moi, j'ai entendu dire les associations sont un trésor pour la République. Voilà. La manière dont ces discours sont traduits ou non, concrètement, et notamment dans les budgets, ça va être déterminant pour qu'on puisse parler à nouveau peut-être de confiance. En tout cas, le chemin paraît encore relativement long, là, on peut dire. Bon, alors, on dirait que c'est mal parti là quand même, parce qu'il y a un acte fort qui vient d'être posé par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Le nerf de l'argent, on le sait, c'est le nerf de la guerre, pardon, on le sait, c'est l'argent. Et vous venez d'alerter l'opinion sur ces 10 milliards d'euros de coupe budgétaire dans le budget 2024. Et dans les cabinets ministériels, à Bercy en particulier, on argumente en disant que la France s'est beaucoup endettée avec le Covid et qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire un effort, y compris les associations. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, c'est vrai qu'on se prend comme ça des lames de fond qui sont particulièrement violentes. Quand je dis « on », c'est pas que les acteurs associatifs, parce que nous, au CAC, on répète souvent que... Le CAC, c'est le collectif des associations citoyennes, voilà, c'est pas le CAC 40. C'est pas le CAC 40, c'est même peut-être quelque part l'antithèse du CAC 40. Et en tout cas, on répète souvent qu'on ne défendra bien le monde associatif que si on arrive à relier ces combats avec ceux qui luttent contre le démantèlement des services publics. Est-ce que ce qui est en jeu, c'est l'action publique de manière générale. Alors, la place de l'action associative dans l'action publique, évidemment, mais l'action publique de manière générale. Là, on a des reculs très, très forts de la capacité d'action de la sphère publique, avec ce nouveau plan d'austérité de 10 milliards d'euros qui, faut-il le rappeler, passe par décret et lui-même la suite des 16 milliards d'euros de coupe décidés par 49.3, juste avant la fin de l'année 2023. Donc, on est sur une trajectoire qui est très, 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 très violente et qui va continuer en 2025 et qui peut être relativement décourageante. Je sais que vous avez reçu Bastien Sibyl avec l'opération 1 milliard d'euros il y a quelques temps.
pour la transition écologique. Pour la transition, c'est-à-dire qu'il faut actualiser cette demande et demander non pas 1 milliard, mais 11 milliards. J'en ai bien peur. Et en tout cas, ce qui est important dans ces débats-là, c'est de resituer en ordre de grandeur. Et on peut évidemment rappeler qu'au bas mot, c'est 80 milliards d'euros, entre 80 et 120 milliards d'euros d'évasion et d'optimisation fiscale par an. Et que les moyens mis par l'État pour récupérer cet argent sont en baisse. Donc, il y a des priorités et on voit où elles sont, malheureusement. Quels sont les services publics qui sont les plus menacés aujourd'hui, selon vous? Je dirais tous, dans la mesure où, par décret en août 2020, il y a eu une réforme très très profonde en fait, de l'administration qui est passée au mois d'août, un peu en catimini, mais les services déconcentrés de l'État sont passés sous la coupe du ministère de l'Intérieur, alors qu'avant ils étaient sous la coupe du Premier ministre. Et donc ça dit beaucoup de choses en fait, sur la philosophie d'action et qui est très autoritaire en fait, et donc aussi un déficit de capacité d'action interministérielle. Et le fait que ça passe sous la coupe du ministère de l'Intérieur, c'est très très inquiétant. Moi, ça me fait toujours penser à ce proverbe qui dit quand on est un marteau, on voit tous les problèmes en forme de clou. Les problèmes écologiques, culturels, etc., vus par le ministère de l'Intérieur, ça peut laisser craindre quelques comment dirais-je, quelques avenirs, quelques perspectives qui déchantent. Voilà. Alors, en termes de vision politique et de philosophie politique, vous avez, au collectif des associations citoyennes, comparé le budget 2024 au budget 2020, donc il y a 4 ans. Oui. Qu'est-ce que les décisions budgétaires prises aujourd'hui ou prises depuis 2020 nous disent des choix politiques du gouvernement, selon vous? Elles nous disent que malheureusement, pour ceux qui ont eu la naïveté de croire à un monde d'après, la fenêtre d'opportunité de créer un monde d'après s'est très vite refermée. Oui, c'est ça, parce que 2020, c'est en plein milieu du Covid, en exactement, fait. Hein. Exactement. Et c'était l'occasion, en fait, de voir à quel point, en fait, les principes de solidarité et d'entraide ont été pris en charge, non pas par le secteur marchand, mais par le secteur non marchand et par le secteur associatif. Donc, on avait quand même quelques raisons d'espérer une prise de conscience, qui d'ailleurs est apparue dans certains discours, y compris celui d'Emmanuel Macron, le quoi qu'il en coûte, etc. C'est une folie de déléguer un certain nombre de pans de la société finalement au marché. Et cette fenêtre de tir, elle s'est refermée très vite. Elle s'est refermée, on s'en est aperçu dès que le plan de relance a oublié les associations, en fait. Alors, il se trouve que c'est justement l'un des axes forts sur lesquels vous insistez aujourd'hui. Vous dénoncez la marchandisation et la financiarisation de l'action associative. Qu'est-ce que vous entendez par là? Peut-être dire que le CAC s'est créé en 2010 sur ce constat-là, qu'on était confronté à cette tendance de fond qui est la marchandisation, c'est-à-dire le fait que les associations sont poussées de plus en plus vers le marché et donc de plus en plus amenées à se comporter comme des entreprises. Pourquoi vous dites ça? On dit ça parce qu'en 2010, il y a le Premier ministre de l'époque, François Fillon, qui a pris prétexte en fait de l'adaptation du droit européen en droit français pour établir une circulaire, la circulaire Fillon, qui tendait à effacer les différences entre les associations et les entreprises. Et c'est la lame de fond aussi du contexte dans lequel on est, qui est un contexte européen, où ce qui compte, c'est le marché unique. Et sur le marché unique, il y a un seul type d'acteurs. En fait, les associations n'existent pas, ou tellement à la marge qu'en fait, elles n'ont pas de capacité d'action réelle sur les transformations de la société. Donc, concrètement, quand on est une association et qu'on regarde comment fonctionne le quotidien, qu'est-ce que vous dénoncez? C'est la logique des appels d'offres qui l'emporte sur les subventions de fonctionnement traditionnelles, historiques maintenant, elles sont de moins en moins traditionnelles. Oui, bien sûr, tout à fait. En 2017, on a fait une université d'été, on a fait un texte, tous les participants ont fait un texte qui s'appelait « La société civile, c'est nous », qui est un texte important parce que c'est le début en fait de l'ère Macron, et on rappelait en fait que l'argent public, c'est notre argent à tous. Et donc la redistribution de cet argent sous forme d'action organisée associative est complètement légitime. Et donc, il faut défendre la subvention parce que c'est l'autre nom de l'initiative citoyenne. La question, c'est, on parlait de confiance, est-ce qu'on fait confiance aux citoyens et à leur initiative pour résoudre les défis ou est-ce qu'on s'en remet au gouvernement? Je pense que la réponse, elle tombe sous le sens. Alors, le gouvernement est quand même conscient des difficultés de trésorerie des associations, de leurs difficultés de financement. Ils ont envie d'ailleurs de remettre sur la table les modèles de financement. Et il y a une proposition pour l'instant qui est déjà verbalisée à Bercy, c'est celle pour les associations employeuses de diminuer la taxe sur les salaires. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, peut-être resituer le fait que les associations employeuses en France, c'est 1 sur 10. Donc, on s'adresse là à un segment particulier du monde associatif.
Moi, j'étais surpris de voir sur une tribune cet automne une revendication qui consistait à demander à baisser les cotisations sociales pour les associations. Enfin, je crois même qu'on parlait de charges sociales, et c'est pas le même sens. Pour vous, ça n'a pas le même sens. Charge ou cotisation sociale, parce qu'une cotisation... Une cotisation, c'est du salaire différé, et c'est un commun en quelque sorte. Et c'est un droit qu'on obtient en contrepartie. Oui. Et donc, il faut faire attention d'où viennent les mots. Charge sociale, c'est le MEDEF qui parle de charge sociale. Et donc, voilà, diminuer cette taxe sur les salaires, pour vous ? Je dirais, on attend de voir, mais au regard des enjeux, on parlait de milliards. Au regard des enjeux, il va falloir faire preuve de peut-être plus d'imagination encore. Alors, vous allez lancer le 19 mars un cycle de 4 webinaires dont le premier épisode s'intitule « Face aux attaques des libertés associatives ». Vous le lancez avec le réseau national des maisons des associations. Est-ce que ça veut dire que vous avez le soutien des maisons des associations dans toute la France? On va voir. En tout cas, c'est plutôt bon signe qu'on travaille ensemble. Le réseau national des maisons des associations, c'est un réseau un petit peu particulier parce qu'il est, je crois, pour moitié associatif. Il y a un certain nombre de maisons des associations qui sont municipales. Donc, ce n'est pas tout à fait aussi la même liberté de manœuvre, d'action, d'expression. En tout cas, on s'est rapproché du RNMA parce que je pense qu'ils font aussi très largement les mêmes constats que nous sur la marchandisation et sur la répression. Le RNMA a sorti des communiqués extrêmement clair en fait sur ses préoccupations sur la répression associative, puisqu'on parle maintenant vraiment de répression associative. Et puis, dernier élément dans votre actualité, Jean-Baptiste Jobard, vous venez de faire voter un vœu au Conseil de Paris pour démontrer que le contrat d'engagement républicain, dont on a un petit peu parlé au début de cette interview, n'est pas compatible avec la charte d'engagement réciproque que défendent les associations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà ce que c'est que cette charte et en quoi elle est différente du contrat d'engagement républicain? Oui. C'est important. En effet, pour nous, c'était un temps très fort, en fait, ce vote au Conseil municipal. La ville de Paris a signé une charte des engagements réciproques en juillet 2019. Avant le CER, avant le contrat d'engagement républicain. En fait, c'est 2 CER. Et le contrat d'engagement républicain, comme l'a très bien dit le HCVA, n'a de contrat que de nom. Le Haut Conseil à la vie associative. Voilà. Alors que la charte des engagements réciproques porte bien son nom, on parle d'engagement réciproque, c'est-à-dire que les associations font noir sur blanc l'effort de formaliser un certain nombre d'engagements, mais c'est aussi vrai pour la collectivité territoriale. On parlait de confiance, c'est ce qui peut permettre d'instaurer une relation de confiance qui est le préalable à espérer une co-construction de l'action publique. Le contrat d'engagement républicain, c'est l'inverse, ça installe une défiance. Je reprends le titre du mouvement associatif et de son communiqué, Association présumée coupable. C'est exactement l'inverse. Dans la charte des engagements réciproques, il est écrit noir sur blanc les valeurs de la République et surtout la fonction d'interpellation du monde associatif. La fonction d'interpellation du monde associatif étant à être effacée par l'épée de Damoclès qu'instaure le contrat d'engagement républicain. Or, on a besoin en démocratie, de citoyens qui interpellent. Et les mots ont un sens, c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup Jean-Baptiste Jobard, coordinateur du collectif des associations citoyennes. Et j'ajoute que vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage que vous allez pouvoir montrer à la caméra, qui s'appelle « Une histoire des libertés associatives », publié aux éditions Charles-Léopold Meyer. Merci beaucoup d'être venu chez Mediatico pour nous alerter une fois de plus. Merci à vous.